Certains se font une curieuse idée de la connaissance. On a le sujet et l'objet qu'il va connaître. Il le fouille, il le déchiffre, il le tourne dans tous les sens, il repère, il analyse, etc. C'est curieux que cette position, comme ça, très sujet-objet, se soit incrustée dans la pensée courante, alors que c'est très rare qu'on soit dans cette situation. Et bien sûr, si on est en train d'étudier, de regarder des cellules dans un microscope, ben voilà, on remarque des choses. Si on regarde le cosmos avec des appareils sophistiqués, voilà, il y a nous, on regarde. Et dans la réalité, dans la vie, ça se présente rarement comme ça. Ça veut dire que si vous imaginez... De même, on dit parfois, voilà, que dans telle science, par exemple la physique, on n'a pas affaire à des objets, mais à des relations. Et les relations elles-mêmes peuvent être des objets. Et les objets peuvent être des relations. C'est juste pour signaler qu'on a affaire à deux niveaux de réalité différents. Mais il n'y en a pas une qui soit plus pertinente. Il faut les deux. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans la physique moderne, c'est que pour décrire la réalité observable réellement, sur laquelle on peut agir, on doit passer par une réalité qui est totalement abstraite, des espaces mathématiques de dimension infinie, alors qu'on observe les choses dans notre monde banal, même des phénomènes quantiques. Mais pour les comprendre, c'est uniquement en passant par des espaces qui n'existent pas dans la réalité, qui n'existent que pour comprendre. Et dans la réalité, dans la vie, ça se présente rarement comme ça. Ça veut dire que si vous imaginez le petit de l'humain, le petit garçon, la petite fille, qui est au départ collé à sa mère, collé à ses parents, collé au cocon familial. Et qu'est-ce qu'elle va connaître? Pourtant, elle a envie de connaître des choses. Mais elle va connaître des événements dont elle-même fait partie. Elle a rarement devant le nez quelque chose qui est décollé d'elle. C'est en connaissant qu'elle va se décoller de ce qu'elle est en train de connaître, de ce qu'il est en train de connaître. C'est-à-dire que d'emblée, le tout petit enfant et l'enfant un peu plus grand fait une expérience que les sciences les plus avancées aujourd'hui arrivent à énoncer, notamment en physique quantique, à savoir qu'il n'y a pas un état qu'on peut observer comme ça sans en faire partie, sans le transformer. Vous voyez, si on envoie de la lumière, on le transforme. Il n'y a pas des entités qu'on peut connaître, la fameuse position et vitesse d'une particule quantique, elles ne sont pas déterminées. C'est indéterminé. Et pourtant, on a des connaissances là-dessus, sur les probabilités de répartition, des changements, etc. Mais on a mis un temps fou à intégrer que on connaît des choses à mesure qu'on fait l'épreuve d'en faire partie et d'essayer de lever le nez de ce mélange où on est avec les choses. Alors je vous donne un autre exemple de faux problème que ça produit. Est-ce que les idées qu'on a sur le monde, est-ce que
elles sont dans notre cerveau et on les plaque sur les choses, ou est-ce qu'elles sont dans les choses et elles viennent dans notre cerveau et elles y laissent des traces? Vous voyez? Autre formulation de la même question, est-ce que ce résultat mathématique qu'on vient de découvrir, est-ce qu'il était là, quelque part, avant qu'on le découvre, ou est-ce que c'est le point culminant du chemin qui a mené jusqu'à lui? D'un chemin de recherche à travers le cosmos mathématique, et que ce chemin a culminé, non pas en arrivant jusqu'à lui, puisque ça supposerait qu'il était là avant, mais ce chemin a eu un culmen, un sommet. Et ce sommet est intéressant, donc on alerte les amis, on dit voilà un sommet intéressant. Vous voyez? Et quelque part, il me semble que c'est une manière fausse de poser le problème, parce que en réalité, c'est ce que j'appelle une dynamique d'entre-deux. C'est-à-dire, ce résultat mathématique, il était plus ou moins à l'état d'ébauche dans l'air. Il n'était pas dans mon cerveau. Vous voyez? Et puis, je me mets à essayer de le connaître. Peut-être que dans connaître, il faut faire entendre co et naître. Vous voyez, je connais. Vous, ça veut dire je connais avec vous. Je nais en même temps que vous à un objet qui n'est ni vous ni moi et qui est notre objet de connaissance, qui est le témoin de notre connaissance. Vous voyez, connaître. On ne naît pas tout seul. Voilà. Et non seulement on naît de quelqu'un d'autre, et soi-même on essaye de naître, mais il y a déjà du tiers, il y a toutes sortes de choses qu'on essaye d'attraper, à la fois en coïncidant avec, en collant avec, et puis en se détachant. Donc il ne faut pas dire, pour connaître, on doit instaurer une séparation. Mais non, c'est dans l'impossibilité même de cette séparation que la connaissance se met à se produire, à apparaître. Vous voyez? Donc, je dis c'est une dynamique d'entre-deux, ça veut dire que les choses de la nature, par exemple les lois de la nature, elles faisaient quand même pas mal de signes, et ça marque nos neurones qui se mettent à vibrer dans tous les sens en suivant leurs propres lois et leurs capacités. Ça réagit sur ces lois, donc on les introduit, sous forme encore inachevée. Et on les introduit, puis on repart. Autrement dit, c'est l'intrication des deux, de mon cerveau avec le monde de la réalité et de la pensée. Parce qu'il y a des pensées qui n'étaient pas dans la réalité et qui n'étaient pas non plus dans mon cerveau. Et qui jaillissent, voilà, par une espèce de liberté, de rêve, de fantaisie, de folie, entre guillemets. On a une idée géniale, en général elle est folle, mais elle peut être féconde. Et donc, c'est cette dynamique d'entre-deux qui fait qu'il n'y a pas la réalité et moi. Et non seulement je fais partie de la réalité, on dit il y a la nature et puis l'homme. Et l'homme fait vraiment partie de la nature. Moi je m'imagine même que le cerveau, il a quand même dû se constituer. Il n'existe pas depuis qu'il y a l'univers. Le vivant et l'humain d'ailleurs est apparu assez récemment, peut-être de l'ordre du million d'années. Mais le cerveau a dû se constituer dans cette dynamique de sélection d'éléments intégrables, expression d'éléments intégrés qui ramènent d'autres intégrations et ainsi de suite. Vous voyez? Et puis ça a dû se coaguler,
faire une masse vraiment de mémoire, de connexion, qui peuvent contrôler à distance toutes sortes de choses. Autrement dit, ayons l'idée que notre cerveau ou notre corps, il ne s'est pas un jour détaché de la nature comme ça. Il s'en détache et il en fait constamment partie. Et c'est ça la dynamique de la connaissance. Donc, il y a plusieurs réalités. Et le problème n'est pas de dire quelle est la bonne. Le problème, c'est de surprendre des entrecoupements intéressants entre deux réalités. Je vais vous donner un exemple de deux réalités un peu drôles, dissociées. C'est une blague que j'ai entendue d'un matheux qui dit, voilà, il y a deux mathématiciens qui sont dans la montagne, et puis il y en a un qui sort, qui se promène, et l'autre s'inquiète de ce qu'il est devenu, et il le voit en train de courir autour de la tente avec un lion qui court derrière lui. Et il dit, mais attends, c'est grave là ce qui t'arrive. Et l'autre qui court lui dit, ne t'inquiète pas Paul, j'ai 2 tours d'avance. Ça veut dire qu'il était dans une réalité mathématique qui est très précieuse. Vous savez, pour faire certains calculs, ça s'appelle les résidus, c'est des calculs en variables complexes, c'est très utile dans la réalité concrète. Mais dans cette situation, il était dans une réalité qui ne recoupait pas tout à fait celle du lion qui lui court après. Donc il y a des réalités qui sont décollées, et puis des fois elles se recroisent, et ça donne des trucs intéressants. Le problème n'est pas de trouver quelle est la bonne. C'est la bonne, elle est peut-être dans l'interaction entre différentes réalités dont aucune n'est la bonne.